Bonjour tout le monde. Heureuse de vous retrouver ici, même si on n'a pas de travaux parlementaires. Hier soir, la CAQ a choisi sa nouvelle chef. Je suis incapable, comme femme, de ne pas me réjouir qu'au Québec, on ait une deuxième première ministre, même si elle n'a pas été élue par la population. Elle a quand même la légitimité puisqu'elle a été élue par la CAQ et elle est donc deuxième femme première ministre du Québec. C'est une nouvelle formidable pour toutes les femmes, toutes les jeunes filles. Donc, comme moi, c'est une femme qui va mener son parti politique à la prochaine campagne électorale. Et comme moi, elle me l'a fait réaliser hier, on fait partie de la même génération. Moi aussi, je fais partie de la fin de la génération X. Il y a aussi une autre bonne nouvelle en écoutant Christine Fréchette. Il y a un élément quand même nouveau, c'est qu'avec elle, on en a fini avec la surenchère identitaire entre le Parti québécois et la CAQ. Et ça, honnêtement, ça fait du bien, ça soulage. Maintenant, la comparaison entre Christine Fréchette et moi s'arrête là. J'ai écouté attentivement son discours hier et elle a dit qu'elle incarne un renouveau. Honnêtement, à part sur les questions identitaires, sur les questions économiques, j'ai pas entendu beaucoup de nouveau. Son discours, c'est le même que celui de son gouvernement de la CAQ qui règne depuis 8 ans et celui des gouvernements précédents, particulièrement celui du Parti libéral du Québec et aussi du Parti québécois. C'est cette vieille idée qui pense que si l'économie va bien, tout va bien aller et on n'a pas besoin d'intervenir, alors qu'on sait que c'est faux. Ce qu'on a besoin aujourd'hui dans le Québec de 2026, c'est pas les mêmes vieilles recettes, pas les mêmes solutions, parce que c'est ces solutions-là, c'est cette vieille façon de voir l'économie qui fait qu'aujourd'hui, on vit avec plein de crises. Les Québécois et les Québécoises souffrent grandement de la crise du logement, de la crise du coût de la vie. Et ça, c'est pas un hasard, c'est à cause du laisser-aller qui a été amené par cette façon un peu magique de voir l'économie, de penser que en laissant les entreprises faire ce qu'elles veulent tout d'un coup et les spéculateurs immobiliers, tout d'un coup, collectivement, on va s'enrichir. On sait que c'est pas vrai et Christine Fréchette, elle incarne ce vieux discours économique-là. Maintenant, c'était quand même un gouvernement en fin de régime. On s'en va en campagne électorale. Tout le monde l'a dit. Christine Fréchette, elle a un défi de temps qui est celui du temps. Mais c'est elle qui a les règnes du pouvoir en ce moment. Et moi, j'ai envie de lui lancer un autre défi parce que c'est une femme qui semble aimer les défis. Et j'ai envie de lui lancer un défi en lui demandant 3 choses très précises dans le court laps de temps qu'elle a. Et je veux aussi profiter de sa main tendue. Elle a dit qu'elle est à l'écoute, qu'elle réfléchit. C'est une bonne nouvelle. Donc, j'espère qu'elle va être à l'écoute des demandes que je vais lui faire. La première, c'est l'épicerie. Elle a dit qu'elle veut agir rapidement sur le coût de l'épicerie en détaxant des produits. Ce qui est très, très important, c'est justement d'être aussi à l'écoute des experts. Nous aussi, à Québec solidaire, on a fait plusieurs propositions pour réduire le coût de l'épicerie, mais je pense que rapidement, là, ça n'a pas besoin de prendre des semaines. Très rapidement, en une journée, on peut ouvrir le Parlement, avoir une commission. J'avais demandé un mandat d'initiative. Rapidement, on entend des experts qui nous disent c'est quoi les meilleures mesures à mettre en place pour s'assurer de soulager le portefeuille de la majorité des Québécois alors qu'ils ont de la difficulté à manger et à payer leurs autres factures. Fait que ça, elle peut le faire tout de suite. Il y a aussi une cagnotte pour cette année de 250 millions de dollars qu'elle a entre les mains. C'est important de ne pas gaspiller cet argent-là, de ne pas le donner juste avec une mesure, avec une minorité de la population. Il y a le milieu communautaire. Le Québec ne peut pas marcher. Nos services publics ne pourront pas fonctionner sans les organismes communautaires qui sont à bout et qui demandent à être entendus, à être rencontrés et à avoir aussi de l'argent pour pouvoir faire la différence qu'ils peuvent faire dans la société québécoise. Donc, une partie de l'argent devrait leur être donnée après que Christine Fréchette les ait écoutés. Dernière demande, rapidement, elle a lancé un ballon d'essai, hein, les gaz de schiste. J'espère que ce ballon-là va se perdre loin sur la plage puis qu'on n'en entendra plus jamais parler. Je l'invite à totalement abandonner cette idée. Dans le fond, je vais la citer.
Je vais la citer. On ne doit pas retourner 10 ans en arrière. On n'a plus de temps à perdre. Exactement, Mme Fréchette. On n'a pas de temps à perdre alors qu'on est encore en pleine crise climatique. Je veux finir avec un message à la nouvelle première ministre du Québec. Je veux lui adresser un message de femme à femme. Je sais à quel point elle est touchée par les enjeux féministes, notamment par les féminicides. 8 féminicides depuis le début de l'année. C'est totalement abominable, inacceptable en 2026 qu'on soit rendu là. C'est important de protéger la prochaine qui est encore en vie. Elle a pris des engagements dans ce sens-là, donc je l'invite très rapidement. Il y a un consensus dans la société à avoir la loi Gabi-Renault, donc du nom de cette femme qui a été tuée par son conjoint multirécidiviste à Saint-Jérôme l'année passée, pour que les femmes soient au courant du passé violent de leur conjoint. C'est une mesure parmi plein d'autres. Elle s'y est engagée, donc je l'invite à agir rapidement parce qu'il faut qu'on protège les femmes. Est-ce qu'elle vous a envoyé un signal, Mme Gazal, comme quoi Mme Fréchette allait avoir une approche plus transpartisane? Bien, pas personnellement, mais moi, je l'entends publiquement quand elle dit qu'elle veut être à l'écoute. Puis on l'a senti, par exemple, pour le PEC. D'ailleurs, je lui demande, elle a proposé que le programme d'expérience québécoise soit remis là, pour 2 ans. Fait que ça aussi, je l'invite à le faire rapidement. Il y a une mobilisation importante. Quand elle a entendu les gens, elle a vu qu'il y avait une mobilisation, bien, elle est capable de reculer et d'aller en l'encontre même de son propre gouvernement. Donc, peut-être sur les questions des féminicides, les femmes, quand elles sont dans des postes de pouvoir, dans le passé, ici même à l'Assemblée nationale, elles ont travaillé ensemble sur des enjeux importants qui touchent les femmes dans le passé. Donc, j'espère qu'elle va avoir cette approche transpartisane pour ces enjeux-là. Hier, du côté des groupes communautaires à qui j'ai parlé, plusieurs disaient qu'elle n'avait pas la légitimité de gouverner parce qu'il y a seulement 9000 personnes au Québec qui ont voté pour elle. Vous dites qu'elle est légitime. Bien, en ce moment, on est en fin de règne. C'est elle, quand même, qui a les mains sur de l'argent. C'est quand même notre argent, c'est l'argent des Québécois et Québécoises. Et je veux pas que ce soit utilisé n'importe comment, parce que cet argent-là, elle va l'utiliser. Ça devrait pas, le 250 millions de dollars pour cette année, c'est pas la cagnotte électorale de la CAQ. Donc, ce que je lui demande de faire, puis Étienne Grandmont l'a déjà fait, il faudrait changer la ministre qui est là, Mme Chantal Rouleau, qui est absolument pas intéressée par ce que les organismes communautaires sont en train de dire. Puis c'est vraiment une mobilisation particulière, là. On n'a jamais vu ça en 20 ans. Ça vient de la base, c'est même pas les regroupements. Les regroupements sont avec eux. Ça vient de la base, c'est un ras-le-bol. C'est comme si c'est 80% des femmes qui font ça. Donc, elle peut rapidement les écouter, réfléchir de façon rigoureuse, c'est ça qu'elle est, et débloquer l'argent. Il faut que de cette cagnotte-là, il y ait de l'argent qui aille aux organismes communautaires qui tiennent à bout de bras notre société. Tout le monde le sait, là, notre société ne peut pas marcher sans les organismes communautaires. Ça serait une catastrophe humanitaire. Aujourd'hui, c'est une petite fleur, mais vous envoyez un gros pot. C'est quoi le gros pot? Je sais pas, c'est parce que vous critiquez son action, vous dites « elle va faire ci, elle va faire ça ». Vous avez reconnu que c'est une deuxième femme, mais je sens que vous allez vous opposer à toute mesure qu'elle pourrait mettre en place qui vous déplaise. En fait, moi, je lui lance un défi d'avoir 3 mesures. Celle de tout de suite pour l'épicerie, avant de lancer n'importe quelle mesure qui, finalement, peut-être atteindra pas ses cibles, d'avoir un mandat d'initiative, une commission ici rapidement pour écouter les experts, pour s'assurer de voir c'est quoi les mesures qui peuvent rapidement aider les Québécois face au coût de la vie. Elle a dit qu'elle veut agir puis qu'elle est à l'écoute. Alors, voici une offre qu'on a faite bien avant qu'elle soit élue, mais que je l'invite à le faire puis à écouter les experts. C'est ce que je l'invite à faire. Au contraire, moi, je trouve ça bien. Nous-mêmes, on a proposé de détaxer certains produits. Je trouve ça bien, mais c'est important d'écouter les experts pour s'assurer de bien agir et d'atteindre la cible. L'autre chose, elle a de l'argent. Il ne faut pas qu'elle le gaspille à des mesures qui vont aider seulement une petite minorité. Il y a le communautaire à bout qui est là. Je l'invite à les écouter puis à leur donner aussi une partie de cette cagnotte d'argent-là. Ça sera un bon investissement dans le communautaire. Et ce que je lui dis, c'est de laisser de côté les gaz de schiste. Bien sûr, l'épicerie, je ne suis pas certain de comprendre, Mme Gazal, parce que ce que Mme Fréchette a évoqué, c'est la possibilité de détaxer des produits de consommation courante.
Ça, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou elle fait fausse route? Bien, en fait, moi, je veux savoir lesquels. C'est pas clair. Ça veut dire que même nous, à Québec solidaire, moi, ça fait quelques semaines, quelques mois, j'ai proposé de détaxer les produits en pharmacie. Par exemple, comme je disais, tout le monde a besoin de papier de toilette et tout ça. Pourquoi est-ce qu'on les taxe? Et ça peut soulager le portefeuille des Québécois. C'est bien. Là, maintenant, elle est au gouvernement. Quand elle va détaxer, il faudrait qu'elle donne plus de détails de ce qu'elle veut dire. Mais moi, ce que je préfère, c'est... Nous, on a mis des... Ce que je préfère, c'est qu'on écoute ensemble les experts. Nous, à Québec solidaire, on a mis des solutions en place, des mesures. Elle en a mis une qui reste vague, non chiffrée, sur quel produit elle parle. Est-ce qu'elle parle des produits congelés, de tout? C'est pas clair. Donc, on peut, chacun des partis politiques, avoir des mesures, mais ce que je demande, ce que j'ai déjà demandé, c'est d'appeler tout de suite. Une commission, ça peut se faire en une journée. Il ne faut pas penser que c'est une grosse affaire qui va durer des semaines. En urgence, parce que là, les Québécois souffrent maintenant du coût de la vie. Et du prix de l'épicerie, on le voit tous. Donc, rapidement, ouvrir le Parlement, être là, écouter des experts pour dire quels produits on détaxe? Est-ce que c'est une bonne solution? Nous, ce qu'on met de l'avant, est-ce que c'est une bonne solution? Et après ça, de s'entendre, puis d'amener les propositions qui vont rapidement aider les Québécois dans leur portefeuille. C'est déjà décrite comme une politicienne progressiste dans le passé. Elle partage relativement votre avis sur le coût de l'épicerie. Est-ce qu'elle se rapproche davantage de Québec solidaire qu'on pourrait le penser ou au contraire, selon vous, c'est des paroles en l'air ou c'est une façade? Bon, elle n'est pas la seule à s'être décrite de centre-gauche ou de progressiste, puis aujourd'hui de centre-droit sur le plan économique. Moi, ce que j'ai entendu dans son discours, c'est un discours qui me fait beaucoup penser, beaucoup au Parti libéral du Québec, économiquement, et aussi aux autres gouvernements précédents. On a eu beaucoup le Parti libéral avant la CAQ et un petit peu le Parti québécois, de penser que en matière d'économie, on n'a pas besoin d'agir. On s'assure que les entreprises font ce qu'elles veulent. Le privé, elle croit beaucoup au privé et à son action et que si l'État fait moins de choses, ça va bien aller. C'est faux. Ça fait 30 ans qu'on nous chante cette marotte-là. Et on a la preuve factuelle que c'est pas vrai. On a une crise du logement qui a causé la crise humanitaire de l'itinérance. C'est pas un acte de Dieu. C'est pas arrivé juste comme ça. C'est des choix politiques qui ont été faits où l'État a enlevé ses mains du logement. On a laissé totalement la place au privé. Aujourd'hui, ceux qui font la pluie et le beau temps en matière de logement, c'est les spéculateurs immobiliers et qui souffrent la majorité des Québécois et Québécoises. Alors, il n'y avait aucune mesure, à part juste des vœux pieux, pour les locataires. Il y a quand même 40 % de locataires au Québec. Rien pantoute. Des mesures qui vont toucher une infime partie de la population pour l'accès à la propriété. On est d'accord, il faut augmenter l'accès à la propriété. Québec solidaire, on va avoir un plan habitation où on a une panoplie de mesures. Ça va être la pièce maîtresse de notre prochaine campagne électorale. Mais maintenant, rapidement, de croire que l'économie va tout faire, comme nous le dit le Parti libéral du Québec, ça ne fonctionne pas. Puis rapidement, on est face à un problème par rapport aux défis de nos finances publiques. Elle fait aussi partie des gens, comme le Parti libéral du Québec, qui regardent la colonne des dépenses. Comment est-ce qu'on va couper? Après ça, eux autres, ils appellent ça efficacité, etc., mais c'est quand même de l'austérité. Parce que si on veut jamais augmenter la colonne des revenus pour aller chercher l'argent chez les multimillionnaires, et ça existe, c'est Québec solidaire, on n'est pas le seul à appeler ça, à demander ça, bien, ça va être qui va payer au final? Soit des compressions dans les services publics, fait que ça va être la population qui va en souffrir, la majorité, ou augmenter l'impôt de la classe moyenne, ça aussi, ils ne peuvent pas se serrer la ceinture plus que ça. Fait que moi, ce que j'entends de son discours, c'est plutôt un discours économique qui ressemble à celui des vieux partis. Est-ce que vous faites comme M. Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui et tendez la main aux nationalistes, aux caquistes nationalistes qui seraient possiblement déçus? Impossible pour Québec solidaire de tendre la main à des gens de droite. On est le seul parti de gauche et progressiste au Québec. C'est ça la réalité. Tout le monde maintenant s'est tassé dans quelques nuances de partis de droite. Là. Il y a comme 4 nuances de droite. Il y a une seule couleur de gauche et c'est celle de Québec solidaire. Moi, au contraire, quand j'entends et que je vois la publicité
que fait Paul Saint-Pierre Plamondon aux conservateurs du parti de la CAQ à venir chez lui. Ce que ça me dit, c'est un message on ne peut plus clair que le Parti québécois est rendu à droite. Je veux dire, moi, je suis une héritière de Gérald Godin. Le Parti québécois de Gérald Godin est loin, très, très loin aujourd'hui quand on voit le virage à droite de Paul Saint-Pierre Plamondon. Et c'est assumé, c'est assumé. Moi, ce matin, j'invite tous les progressistes indépendantistes qui sont au Parti québécois à venir rejoindre les rangs de Québec solidaire. Québec solidaire, c'est votre maison. C'est pas un peu en disant, disons, faisant une croix sur des électeurs potentiels comme ceux-là, vous pourriez les convaincre en tant que parti que votre position est la bonne à adopter? Pourquoi vous, dès aujourd'hui, vous leur dites ne venez pas chez Québec solidaire? Bien, je leur dis pas, il n'y a personne qui s'est invité. Ça serait quand même étonnant que les gens qui, par exemple, appuyaient plus les discours de Bernard Drainville, qui est un discours souvent mesquin par rapport à l'immigration et aux demandeurs d'asile, comme la CAQ nous a habitués, qu'ils viennent chez Québec solidaire, où on a un autre discours par rapport à ces enjeux-là. Je suis la mieux placée comme enfant de loi 101, comme immigrante qui est venue ici, une gens du pays qui vient aussi d'ailleurs, ici au Québec, qui porte un autre discours. Et il y a des gens qui ont soif de ça. Moi, je fais le tour des salons du livre en ce moment pour parler de mon livre où je parle de mon histoire qui est celle de beaucoup, de dizaines de milliers de Québécois issus de l'immigration. Et ça résonne énormément. Et le nationalisme inclusif qui ouvre les bras, celui de Gérald Godin, en ce moment, qui d'autre que Québec solidaire et moi le porte au Québec? Qui d'autre? Il n'y en a personne d'autre. Et c'est correct qu'il y ait plusieurs spectres dans la société québécoise. Il y a des gens qui ont un discours plus conservateur, qui se retrouvent dans celui de la CAQ de Bernard Drainville ou de François Legault, ou du Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon, et même de celui de Éric Duherme. Aussi, lui aussi, il les invite. Là, ça se bat pas mal à droite. Nous, ici, on est clair, résolument progressiste, de gauche, pour la justice sociale, pour l'inclusion. Il n'y a pas d'autres options. Le choix est clair aujourd'hui pour les progressistes du Québec. Leur seule maison, c'est celle de Québec solidaire. Justement, en termes d'immigration, vous avez mentionné le PEC. C'est quoi votre attente au juste? Parce que Mme Fréchette a proposé de le relancer pendant 2 ans. Oui. On sait maintenant que sa proposition pourrait toucher potentiellement 125 000 personnes. Est-ce que vous attendez à ce qu'un gouvernement Fréchette accorde la résidence permanente à 125 000 personnes? Pour les chiffres, il faut faire attention. Elle, ce qu'elle s'est engagée, c'est de respecter les cibles de son parti pour l'immigration permanente à 45 000. Puis après ça rentre dans le économique, c'est un peu plus, un peu moins. Fait que c'est à elle de s'expliquer puis d'expliquer les chiffres puis d'être claire et transparente. Nous, ce qu'on demande par rapport au programme d'expérience québécoise, c'est de l'instaurer de façon permanente. Elle dit 2 ans. Bien, qu'elle le fasse rapidement. Et dans l'histoire de ce programme-là, c'est jamais arrivé qu'il y a eu plus de 100 personnes. En fait, 100 000 personnes, c'est aux années où il y en a eu le plus, c'était 22 000, 25 000 là, de mémoire qu'il y a eu le plus. Puis souvent, il y en a eu autant parce qu'il y a comme eu un backload à cause de la pandémie. Donc, les gens qui balancent des chiffres puis qui disent n'importe quoi, il y a beaucoup d'incompétences en matière d'immigration. Moi, j'invite toutes ces personnes-là à se fier à ce que notre expert en immigration, en résidence ici à Québec solidaire, Guillaume Clich-Rivard, qui, lui, connaît ce dossier-là, à s'y fier et de balancer des chiffres à gauche et à droite puis de dire n'importe quoi. On en a soupé. Au moins, moi, je m'entends qu'avec Christine Fréchette, ça va arrêter pour elle, pour son parti. Et clairement, il y en a d'autres qui vont en profiter pour balancer n'importe quel chiffre en immigration. On connaît, Mme Fréchette, un ton posé. Est-ce que vous pensez que nécessairement les débats en Chambre vont être plus sereins? J'ai hâte de le voir. Moi, j'ai hâte qu'on ouvre... je ne sais pas si vous le voyez, je suis ici avec vous. J'ai hâte qu'on ouvre le Salon Rouge. J'ai hâte de parler avec elle. Et les Québécois aussi devraient avoir hâte parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Hein? On avait comme un premier ministre qui n'était pas encore là, qui était là. Il y a eu les débats à la CAQ. Tout ça, c'est beaucoup de perte de temps pour les Québécois, alors que nos bureaux de comté sont pleins de gens qui reçoivent des augmentations de logements de 10, 30, 20 % en ce moment, c'est ça que les gens vivent, qu'on a une crise de l'itinérance, que les gens... 25 % des locataires qui sont pas capables de payer leur épicerie. On est en 2026. Moi, j'accepte pas ces inégalités-là. On n'arrête pas, nous, de mettre de l'avant des propositions, des mesures, mais eux autres, ils étaient occupés là, par la CAQ. Maintenant, il faut arrêter de s'occuper de la CAQ. Et il faut s'occuper des Québécois et Québécoises. Donc, j'ai très hâte de débattre avec Christine Fréchette pour le bien des Québécois. Rapidement, là,
Même si elle n'ouvre pas le Salon Rouge tout de suite parce qu'il y a des choses qu'elle doit faire, le 4 mai, c'est trop loin, là, s'il vous plaît, faisons ça avant. Mais elle peut rapidement là, ouvrir une commission, avoir une commission à mandat d'initiative, parler de l'épicerie. Sur le ton, Oui, après, on va vous prendre ça en attendez anglais un ton complètement différent en chambre? Je m'attends à celui qu'elle nous présente en ce moment. Moi, je vais être naturelle, je vais être moi-même et je vais toujours être au-delà du ton sur les sujets qui viennent me chercher, comme ceux de la justice sociale, de l'égalité des chances, du fait qu'il faut arrêter de faire payer toujours les Québécois pendant que d'autres s'en mettent plein les poches et qu'on aille chercher l'argent là où elle est, parce qu'il y en a au Québec de l'argent pour aider les Québécois. Just reaction in